copie de ce webinaire. Voilà, ça commence. Okay, so let's to start. Yeah. Okay. Good evening, good morning, good afternoon for everyone. It depends on the country who he is living on. Well, it was a very difficult time to organize for this very important webinar, a topic self-explanatory for all the people who are living there in the South Globe. I read my presentation slowly to allow everyone got the message. When the North African Green Federation launched its call to unite the effort of the green in the countries of the Global South, which suffer from similar challenges, similar issues. We never imagined, we never expected that the call would find such widespread reactions and such widespread acceptance. Our primary goal was to leverage the historic support provided by the Northern Green to place the issues of the South at the forefront of the international community agenda. Personally, I view this support from Northern Green as a part of their social responsibility toward the other social groups inhabiting the southern part of our planet who deserve care. Things to do always follow a single path. Things don't always follow a single path. It is the nature of life to contain both good and evil. There are always those who seek the blackmail and exploit the needs of the people who have been forced into submission. However, history teaches us that while blackmail may succeed occasionally, it is certain that such success never lasts. It was from this realization that nationalization emerged. Nationalization, a word that some find distorted, while others see it as a path to salvation. Moreover, nationalization is a term viewed by some as a step toward achieving national self-realizations, while others see it as a tool that destroys a bridge of human connection and solidarity. Regardless, what I have learned from history is that nationalization can sometimes be a gateway to violence. We have previous past experiences with nationalization in democratic countries, such as Britain, France, Sweden, Canada, and others. We also have past experience where nationalization was accompanied by forms of violence, as seen in Egypt and Djibouti. Furthermore,
we have a model of disciplined investment relations, as in Morocco. How can we create an environment and establish a vision for economic relations that are balanced, fair, and equitable? I believe this is a vital issue for the Greens. It is from this starting point that the AA Plus Green Forum Training Academy and the Forum Conveners Group launched an initiative to hold a series of seminars, webinars, meetings, beginning with the issue of nationalizations. I am confident that we will hear strong, powerful voice from the Global South through our speaker today, Eric Negami, accompanied by excellent moderation of our webinar directors, Dr. Amir Shater. Dr. Amir, please, it's your floor now. Go ahead. Thank you very much, Mr. President. I will try to translate what you said in French in a calm note, like you suggested. So, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, nous vous implorons son aide. Lorsque l'Union des Verts d'Afrique du Nord a lancé son appel pour unifier les efforts des Verts dans les pays du Sud, qui souffrent des problèmes similaires, nous n'avions pas imaginé que cet appel recevrait un tel accueil. Notre premier objectif était de capitaliser sur ce soutien historique apporté par les Verts du Nord afin de placer les problématiques du Sud au centre des préoccupations de la communauté internationale. Personnellement, je considère ce soutien des Verts du Nord comme une part de leur responsabilité sociale envers d'autres groupes sociaux habitant le Sud de notre planète et méritant une attention particulière. Les choses ne suivent pas toujours un chemin linéaire. Le bien, le mal font partie de la vie. Il y aura toujours ceux qui cherchent de pratiquer le chantage à exploiter les besoins des peuples à qui ils sont soumis. Cependant, les leçons de l'histoire nous l'enseignent que si le chantage réussit parfois, il est certain que le succès ne dure pas. Et c'est là où est née l'idée de la nationalisation. La nationalisation est un terme que certains jugent détestable, tandis que d'autres y voient une voie de salut. De même, certains le considèrent comme une étape vers la réalisation de l'identité nationale, alors que d'autres l'aperçoivent comme un outil de destruction des ponts de rapprochement de la solidarité entre les peuples. Quoi qu'il en soit, ce que je retiens de l'histoire, c'est que la nationalisation peut parfois être un prélude à la violence. Nous disposons d'expériences passées de nationalisation dans les pays démocratiques, comme la Grande-Bretagne, la France, le Canada ou encore le Suède. Nous avons également des expériences où la nationalisation a été accompagnée de formes de violence, comme en Égypte et à Djibouti. Enfin, nous avons le modèle de relations d'investissement disciplinées, comme au Maroc. Comment pouvons-nous préparer un climat et établir une vision pour les relations économiques équilibrées, justes et équitables? Je pense que c'est une question cruciale pour les Verts. C'est pour cette raison que l'Académie de formation au forum de ses coordinateurs ont permis l'initiative d'organiser une série de séminaires en commençant par la question de la nationalisation. Je suis convaincu que nous entendrons aujourd'hui une voix forte venant du Sud grâce à notre intervenant, M. Eric, ainsi qu'une excellente modération, j'espère. Merci beaucoup. So I'm willing now to present Mr. Eric Ngigim, who will be our speaker for today. Mr. Eric, are you here? Oui, je vous entends très bien. Okay. Donc, Eric Ngigim is a Cameroonian engineer and entrepreneur specializing in renewable energy, who is also politically engaged
as the president of the Cameroonian Ecological Party. He aspires to become the country's first ecologic president, we hope so, promoting a platform centered on social cohesion, democracy, social justice, and ecological transition. He made great professional and technical achievements, such as leadership in renewable energy in Cameroon, as the president of the National Syndicate of Renewable Energies of Cameroon since 2024, serving as a liaison between the state, business, and decentralized local government. He acts as a general director of Afrique Energy Nouvelle and its affiliated institutes, developing solar winds, biogas, training projects for the new generation of professionals in the sector. He also pioneered in technical projects in Europe, as led the EDF, the commissioning of the largest biogas to energy microturbines installation in Europe, in La Ciotat in France, and several European firsts in biogas treatments. First, siloxane filtration unit using active graphite media in Brussels in 2014, and the first commercial microturbine installation on a landfill site in Italy back in 2009. His international expertise and consultancy as a consultant for Verdices on waste recovery projects, including with HISACAM in Cameroon, and also worked in European collaborative projects integrating biogas, solar, and cogeneration in France, Belgium, Italy, and Martinique. And fourth, as a political force and Pan-African ecological engagement, he's the actual president of the Cameroonian Ecologic Party, representative of the Federation of African Greens to the Global Greens since 2024, and a member of the Cameroonian presidential delegation to COP21 in Paris. Let's finish by his academic background, as he holds a master's degree in renewable energies from INSAM Paris and a degree in electrochemical engineering from the Polytechnic Faculty of Mons. Si vous voulez, je fais la même présentation en français. OK. Je présente Monsieur Eric Nguinem, qui est un ingénieur et entrepreneur camerounais spécialisé dans les énergies renouvelables, engagé en politique en tant que président du Parti écologiste du Cameroun. Il aspire à devenir le premier président écologiste, on l'espère, du pays, porteur d'un programme axé sur le vivre ensemble, la démocratie, la justice sociale, la transition écologique. Ses plus grands accomplissements professionnels et techniques incluent surtout le leadership dans les énergies renouvelables au Cameroun, en étant le président du syndicat national des énergies renouvelables du Cameroun depuis 2024, où il assure le lien entre l'État, les entreprises et les collectivités. Il est aussi le directeur général d'Afrique d'énergie nouvelle, et qui est l'institut du même nom, développant des projets solaires, éoliens, biogaz et formant la nouvelle génération de professionnels dans le secteur. En technique pionnière en Europe, il a mené chez EDF la mise en service de la plus grande installation de valorisation de biogaz par microturbine en Europe, à la Ciotat, en France. Plusieurs premières européennes dans le traitement du biogaz, une première unité de filtration de siloxane avec médias actifs à Bruxelles en 2014 et une première installation commerciale de microturbines sur centre d'enfouissement en Italie depuis 2009. Donc, on finit par son expertise internationale et consultance, où il est le consultant de Verdices sur les projets de valorisation des déchets, notamment avec HISACAM au Cameroun. Il a travaillé aussi sur des projets collaboratifs européens intégrant biogaz, solaire et congénération en France, Belgique, Italie et la Martinique. Son engagement politique est assez clair. Il est président du Parti écologique du Cameroun, représentant de la Fédération des Verts d'Afrique au Prix des Verts mondiaux depuis 2024 et membre de la délégation présidentielle camerounaise à la COP21 de Paris. Pour en finir ses exploits académiques en tant que diplômé d'un master en énergie renouvelable de l'ENSAM de Paris et ingénieur en électromécanique de la faculté Polytechnique de Mons.
Est-ce que j'ai bien dit, Monsieur Eric? Très bien, c'est très, très bien dit. Merci D'accord. beaucoup. Donc, Monsieur le futur président, voilà, bien sûr, nationalisation, c'est un sujet très important aux yeux des Verts, mais aux yeux aussi de tous les pays du Sud. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est, je pense que ça va ouvrir un petit peu la porte à un débat assez large où on aura des idées de droite comme de gauche, mais surtout se centrant sur des faits et sur une vision qui est la vôtre et qu'on va écouter tout de suite. Monsieur Eric, c'est à OK. Vous allez me permettre de partager mon écran? vous. Bien sûr. Merci. What's the problem, Amir? That's not a problem. He's trying to duplicate his screen. Who does? To share the screen. Okay. I did it. OK. Voilà, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Je suis une fois de plus très heureux d'être invité à ce webinaire sur la nationalisation. Permettez-moi de remercier tout d'abord le docteur Awad qui a bien voulu me convier à cet exercice qui concerne la nationalisation, la position de certains pays du Sud. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la nationalisation des pays du Sud, qui sera le rôle, qui va comprendre l'impact et l'avenir de la nationalisation pour les pays du Sud. Comme le docteur Awad l'a dit en prélude, la nationalisation, parfois, elle est vue comme un acte érotique, comme un acte très, très apprécié par certaines populations du Sud. Et aussi, parfois, elle est vue comme un acte de régnement, un acte d'abandon. Et cette nationalisation, elle se définit, c'est un processus par lequel l'État devient propriétaire d'une entreprise ou d'un secteur euh, d'activité qui appartenait au secteur privé auparavant. Donc, cette nationalisation, elle peut être partielle, totale. Et elle est souvent régie sur ce qu'on appelle les secteurs de souveraineté. Ce sont les grandes entreprises étatiques qui permettent à l'État d'avoir le contrôle du besoin de nos populations. Et les objectifs de la nationalisation, nous pouvons voir que elles sont souvent motivées par ce qu'on appelle la souveraineté économique. C'est qu'à un moment, les États veulent avoir le sentiment de maîtriser leur économie. Ça motive souvent la nationalisation. Et il y a aussi la raison de vouloir la protection des ressources nationales, qui est aussi un besoin qui motive la nationalisation, c'est-à-dire garantir, c'est-à-dire garantir des ressources naturelles, les secteurs stratégiques, pour qu'ils puissent profiter à la population nationale. Ensuite, nous avons la redistribution des richesses, qui est importante au Sud, du fait qu'il y a une certaine inadéquation entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire la non-existence des classes moyennes, pousse souvent l'État à la nationalisation, c'est-à-dire utiliser les entreprises nationales pour promouvoir l'égalité
sociale, la réduction de la pauvreté et une forme d'équité. Ensuite, nous avons comme motivation le contrôle des services essentiels et des prix qui est important, c'est-à-dire le service public. C'est une raison qui pousse aussi l'État à nationaliser, c'est-à-dire éviter l'exploitation et assurer un accès abordable aux services publics pour tous. Comme raison majeure aussi qui motive souvent les États à nationaliser, nous avons le renforcement du développement national, c'est-à-dire utiliser des revenus de contrôle des secteurs nationaux, comme par exemple la douane, dans le cas du Cameroun, pour financer des infrastructures, pour financer l'éducation et financer la santé. Comme sixième raison, nous avons une indépendance politique qui est non négligeable, qui pousse aussi les États à nationaliser, parce que les États qui veulent avoir une indépendance politique, essaient souvent de contrôler les secteurs de souveraineté, c'est-à-dire réduire l'influence extérieure à travers les entreprises ayant une majeure partie des capitaux étrangers. Voilà les 6 raisons principales qui permettent souvent aux États de pouvoir encourager la nationalisation. Et dans ce processus de nationalisation, nous avons bien entendu des avantages. Donc, les avantages de la nationalisation, c'est quoi? Nous avons par exemple le contrôle stratégique de l'économie, comme le voit au numéro 1, dont l'État peut gérer des secteurs clés et essentiels au développement national. Nous avons, comme le voyant au numéro 2, ouais, comme vous le voyez en numéro 2, nous avons des revenus directs pour le gouvernement. Ces revenus directs du gouvernement, ce sont les bénéfices des entreprises nationales qui alimentent le budget de l'État, qui permet à l'État d'avoir un certain budget, un certain volume de budget, qui permettrait également de pouvoir financer les projets sociaux. Nous avons en numéro 3, que vous avez vu, la sécurisation des infrastructures vitales, qui est important. Donc, c'est la garantie de la stabilité et le contrôle national des services critiques, qui est aussi important et qui motive souvent l'État dans ce processus de nationalisation. Nous avons la création d'emplois, en numéro 4, qui le fait souvent, là où les entreprises nationalisées offrent souvent une opportunité d'emploi du secteur public. Et ça aussi, quand l'État contrôle cela, on pense aussi dans certains États qu'il essaie de faire la multiplication, notamment les fonctionnaires, qui est forcément le rôle de l'État. Et en numéro 5, nous avons la promotion du bien-être social, qui renvoie à utiliser les programmes de financement sociaux pour aménager les services publics. En numéro 6, nous avons, comme vous l'avez vu, la réduction de la dépendance étrangère. Cela nous renvoie à la limite de la propriété et le contrôle des étrangers sur les industries importantes. Voilà un peu les l'avantage de la nationalisation pour les pays qui les préconisent. Et dans ces avantages, nous avons aussi des inconvénients. Well, excuse me, Eric. Would you please just let Dr. Amir, because many people asking for the translations. So would you please just give an opportunity to Dr. Amir to start the translations? Okay. Okay, so for now, what has been said about nationalization as a definition is when a state becomes the owner of a sector anciently in private hands, so from private to public. So the objective behind this is to be economically sovereign, to permit a protection of national resources, to give the opportunity of the redistribution of wealth, to control the essential services and prices, to do the reinforcement of national development, and for certain political independence, which give this kind of advantages, which are the strategic control of the economy, the direct revenues to government, security of vital infrastructure, and creation of jobs. And also given the promotion of social well-being.
So these are the advantages, and now Dr. Eric will explain us what are the cons of the nationalization. Voilà, merci beaucoup pour cette traduction. Donc, nous allons parler maintenant des inconvénients de la nationalisation. Et dans les inconvénients, nous avons la mauvaise gestion qui est possible, c'est-à-dire la compétence de la gestion étatique, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, les entreprises publiques peuvent souffrir d'inefficacité ou du manque d'expertise. La deuxième chose, donc, nous avons la charge financière pour l'État, qui est aussi un inconvénient de la nationalisation, c'est-à-dire l'exploitation des industries nationalisées peut coûter cher et peser dans la dépense publique. Nous avons la réduction de la compétitivité, qui est l'absence de la concurrence qui peut freiner l'innovation et la productivité. Nous avons également, comme vous l'avez vu, le risque de la politisation, qui est un risque majeur, qui peut influencer, les décisions peuvent être dictées par des intérêts politiques plutôt qu'économiques. Ensuite, nous avons la corruption potentielle, qui est un contrôle accru de l'État qui peut parfois entraîner une mauvaise gestion ou un détournement de ressources. Ensuite, nous avons la lourdeur administrative, qui est un processus bureaucratique qui peut ralentir la prise des décisions. Voilà un peu ce que nous pouvons avoir comme inconvénient sur la nationalisation. Je vais laisser la traduction. So, as a bad side of the nationalism is the risk of bad management by lack of expertise. The large fees will be very heavy on the budgets, on the public budget. Less competitivity, since you give the advantage to this management by the state itself. So there is less competitivity, not like in the private markets, which all the criteria are here to permit this competitivity. There is a political risk in which politics will be trying to drain this kind of concept to assure their vision of things, and a potential corruption may occur, which is quite obvious when it becomes political, and especially when the administration is not ready for it, which will be very, very heavy administration, and will have a lot of problems trying to keep up with the march of the nationalism. These are the cons of the concept so far. Je vous en prie, Monsieur Eric. Merci. Nous avons quelques exemples de nationalisation dans différents pays que je vais citer, mais je vais m'attarder sur un seul cas qui a coulé beaucoup d'encre au Cameroun pour l'expliquer en détail. D'abord, au niveau du Cameroun, vous voyez la société Camtel, qui est la société chargée des télécommunications, qui a été nationalisée. D'abord, nous avons la Sonara, qui est la société de raffinage de pétrole au Cameroun. Nous avons Eneo, qui est la société de distribution et de production d'électricité. En Algérie, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a la Sonatrach, qui avait été aussi nationalisée en Algérie. En Afrique du Sud, nous avons Eskom. Au Venezuela, nous avons le PDVSA, qui est la compagnie nationale de pétrole. En France, nous avons Air France qui a été nationalisée en 1945. Donc, ça sont les exemples de nationalisation que nous avons eu dans les pays. Et au Cameroun, je vais m'accentuer sur Eneo, dont moi j'ai été un acteur majeur pour que cette entreprise puisse être nationalisée. C'est un conglomérat. Ouais, traduction, pardon. Bon, pour le moment, c'est so those are just examples who is going to explain how the concept works in a certain region and countries, especially in Cameroon. He will insist on certain example in Cameroon because he was taking part of it, and a large part he will explain after how, like the Camtel, the Sonara,
of the petroleum, the NAO of the electricity, like Sonatrach in Algeria, too, in South Africa, the ESCOM, in Venezuela, VSA with petroleum too, and in France, Air France, the spaceships and the planes, especially, and it was nationalized since 1945. So it was a long time ago. So we trying to be now to focus on the example in which Mr. Eric here was a big part of it. Allez-y. Ok. Eneo, ce fut un de mes grands combats politiques en tant que parti écologiste. Et vous savez que l'énergie est importante pour nous les Verts, et surtout au Cameroun, où je me bats depuis plusieurs années pour essayer de baisser le tarif d'achat d'électricité, de baisser le coût de vente d'électricité aux citoyens. Oui, traduction, je ne sais pas si je peux. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Je me bats au Cameroun, nous, le Parti Vert, pour que l'électricité puisse être accessible. Et pour ça, quand il était privatisé, l'État n'était pas majoritaire et il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de délestage, beaucoup de non-accès à l'énergie, parce que l'entreprise majoritaire avait un projet de développement qui n'investissait pas sur les lignes de transport, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'accès à l'électricité dans l'arrière-pays. Il y avait beaucoup de délestage aussi, parce que il n'investissait pas sur le réseau électrique qui était coûteux. Et il ne voulait pas le faire parce que le contrat de privatisation avait été mal conçu. Du coup, l'État n'était pas gagnant. L'État n'avait pas beaucoup d'exigences à demander à cette entreprise qui a gagné beaucoup d'argent à titre personnel au détriment de l'accès à l'énergie pour les citoyens camerounais. En tant que parti écologiste, ce fut un de nos combats que je l'ai gagné il n'y a pas longtemps parce que l'État a repris 100%, du moins pas 100%, 90% et devenu actionnaire majoritaire au Cameroun, ce qui permettrait ensuite de permettre à nous les Verts d'avoir ce qu'on appelle le tarif d'achat d'électricité à partir des énergies renouvelables, de ramener ce débat politique au niveau de l'Assemblée nationale pour diversifier les sources de production qui pourront augmenter de manière significative la demande en énergie au Cameroun pour les ménages et ensuite ouvrir la concurrence plus tard, une concurrence peut-être d'abord nationale, mais en multipliant, en faisant un mélange de combustion de sources d'énergie fossile et d'énergie renouvelable, on va augmenter de manière significative la production qui pourra compenser le besoin et entraîner ce qu'on appelle une baisse du coût d'électricité. Okay, so what we focus now is the example of NAO in Cameroon, in which Mr. Eric was a big part of it, and it wasn't. It's one of the example in which the concept doesn't follow the execution of the project. So, which there was kind of corruptions, kind of the project wasn't well based in the city, and that's why the prices of electricity was so high because there was no interest from the government itself to make this kind of competitivity in between the prices because it was not well established in Cameroon. So he, with his party, with his Green Party, has fight a lot, and he just win this combat 1 year ago, in which they gain better prices for electricity. And even if they really understood why there is no such commitment of the public sector in this kind of projects, because the private sector was very, very stronger and trying to fix his own price. And it wasn't, it's not just because of the Green Party in Cameroon that it was a public affair in which there was a big discussion, politic discussion, in which permitted to win this fight and to permit very logical prices of electricity in the hands of the public sector. Allez-y. Voilà. Voilà, donc nous avons ici
Nous allons parler là, je vais vous parler du cadre juridique de la nationalisation. Nous avons les dispositions constitutionnelles. Donc, certains pays prévoient le droit de nationaliser dans leur constitution, notamment pour des raisons d'intérêt public, de secteurs stratégiques. Nous avons la loi sur la nationalisation, qui est un dispositif également constitutionnel. Elle précise les conditions, les produits et les secteurs concernés par la nationalisation. Nous avons également les règles d'indemnisation qui est prévue par la législation qui peut exiger que l'État indemnise de manière équitablement les anciens propriétaires, notamment les entreprises privées, lorsque l'État décide de reprendre le contrôle. Nous avons aussi, comme levier institutionnel de cadre juridique, l'approbation parlementaire. Dans de nombreux systèmes de la nationalisation doit être débattue et validée par les parlements ou une autorité équivalente. Ensuite, nous avons le contrôle judiciaire, où les propriétaires peuvent parfois contester la nationalisation devant les tribunaux s'ils estiment qu'elle est illégale ou injuste. Okay, now there is a juridic part to visualize in privatization, which is composed in 5 parts. The Constitution's disposition, in which many countries see the right to nationalism on the Constitution, and not only for public interest reasons on the sector or on strategical sectors. Second are the laws for the nationalization, who are precise the conditions and the procedure and processes who are involved for the nationalization. Third are the rules of indemnization, in which legislation can permit to the state to give indemnization equitably to the old proprietary private sector of these strategic sectors. Fourth, the approbation of the parliaments, which is in numerous systems, this question have to be debated and validated by the parliaments, or at least some equivalent authority, or each in, or just to have the full members of the parliament who's going to vote for this. So after a vote or after a decision of equivalent authority. And fourth is the judicial control, when the properties can contest the nationalism and in front of tribunals if they suspect some corruptions or illegal parts in every contract made with the state about the nationalism. Voilà, en guise de conclusion, nous voyons que la nationalisation reste un outil économique et politique puissant, utilisé par les États pour reprendre des secteurs clés pour assurer une utilisation équitable des ressources nationales. Ensuite, lorsqu'elle est bien gérée, elle peut promouvoir une certaine souveraineté économique, améliorer l'accès aux services essentiels, et soutenir les objectifs de développement au niveau national. Cependant, si elle n'est pas transparente, si elle n'est pas responsable et si elle n'est pas efficace, la nationalisation peut entraîner une mauvaise gestion des ressources du pays, la corruption et des charges financières lourdes pour l'État. En dernière réflexion, la nationalisation n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Son succès dépend d'objectifs clairs, d'institutions solides et d'un engagement sincère pour l'intérêt public. Je vous remercie. Okay, so as a conclusion, nationalism can be a very good idea because it gives this kind of objection to permit to the country to become economically sovereign, to assure the protection of national resources, redistribution of wealth, control of essential services and prices, and reinforcement of national developments without preventing at the same time a deep political independence. But when it's done correctly, it can give the strategic control of the economy
and direct revenues to the government, and especially the security about the vital infrastructure with job creation and promotion of social well-being, but in the same time, without transparency, with corruptions, with a lack of responsibility and efficiency, the nationalism can lead to very bad governance, and corruptions could lead to very, very heavy charges and economical charges on the public side. As a last reflection, we can say that nationalization is not an aim, but it's in the same time a weapon, or it's a symbol, or it's a concept which the success will depend on clear points, clear objects, and institutions that are very solid, and big political engagements for the public interest. Merci beaucoup, Monsieur Eric. Merci également. Voilà, donc je remercie notre speaker du jour pour sa présentation, assez directe, point par point, qui a été assez précise, franchement, pas trop de sorties à droite et gauche. Et puis voilà, le sujet a été, je pense, bien ciblé, bien élaboré et bien criblé de tous les côtés. Donc je pense que vous avez les définitions et le regard d'expertise sur ce. Bien sûr, toutes vos suggestions et vos questions sont les bienvenues. On va faire juste une petite section de Q&A, si vous le permettez bien. Et je rends ici la parole à notre président, Monsieur Awad. Dr. Awad, vous êtes là? Yeah. Yes, please. Sorry. Please, we finished before starting the Q&A, so I wanted to give you the final words before it. I would like, at the beginning, thank so much Eric for his wonderful presentations. He gave really a clear plan, starting from a definition, ending with solutions, and how each country can make use of this plan to defend their interest. But we have to be very careful, and that's what Eric did not focus on. We have to handle it very carefully, because we have to remember nationalization from our past experience. It's accompanied with a violence, with a war, with a military action, with an economical trapping for the South Globe countries. That's the point that we have to pay attention for. And meanwhile, and actually, in my mind, I think the major disadvantages or the major reason for feeling of the people on the South Globe that they are persecuted by the multinational companies, for example. Actually, we have to tell our people that our regime has a part of this responsibility. And a corruption, violation for human rights, lack of democracy in our countries are big reasons for what we are facing currently. So, excuse me, Dr. Amir, shall we start addressing questions to Eric or not yet? Yes, and I think it's the right time for now. Okay. I don't know if Dr. Ali got the questions in front of him on the screen, since it's an application. Yeah. Dr. Ali? But would you please, Dr. Amir, just translate what I've said to Eric in French? Oui. Yeah. Donc voilà. Donc Dr. Awad remercie Monsieur Eric pour l'excellente présentation. Il a dit que c'est un sujet assez épineux et c'est un petit peu assez difficile de le cerner par tous les côtés. Chose qui a été faite avec brio de notre cher présentateur. Peut-être lui, il compte sur ce point, sur la nationalisation comme un outil qui est fort, mais en même temps, justement, comme ça a été dit par Monsieur Eric aussi, que ça dépend
du degré de sérieux avec lequel les pays sont prêts à vraiment donner leur volonté à propos de ce projet-là, parce qu'il faut vraiment avoir un cadre juridique assez clair, un cadre politique assez clair pour ne pas vraiment tomber dans une corruption qui est très facile puisqu'on n'a pas vraiment la démocratie qu'on veut, quoique en théorie, on s'y approche à chaque fois, mais on n'a pas encore cette démocratie-là, donc on ne peut pas vraiment se permettre d'établir une nationalisation pour le moment, justement, d'une façon assez démocratique assez bien construite, qui soit loin un petit peu des intérêts des uns et des autres, et qui soit vraiment avec une volonté politique juste derrière qui la pousse vers l'avant, et en même temps avec un contrôle surtout, un contrôle bien particulier au niveau de toutes les étapes, justement pour ne pas risquer les uns et les autres et ne pas permettre justement cette corruption d'être vraiment utilisée par les différentes parties prenantes de cette manière de faire la nationalisation. C'est un outil, ça a toujours été, on a eu l'expérience de ça dans nos pays et dans des pays un petit peu avoisinants. Et nous, notre but, c'est d'avoir, j'espère, appris par cette leçon la façon claire et vraie de faire cette nationalisation, mais dans les règles de l'art cette fois-ci. D'accord, ok. Hmm. Merci beaucoup, Oui, je docteur. suis à l'écoute, euh, docteur Chatter. Oui, dites-moi alors, quelles sont les trois questions que vous avez choisies pour notre intervenant aujourd'hui? Moi, j'ai une question plus spécialement et une autre, c'est un modèle déjà appliqué qui peut être largement pris en charge par les pays de manière à garder une souveraineté et un droit de regard ces entreprises sensibles. D'accord. La première question, c'est la corruption, l'absence de démocratie et les violations des droits de l'homme sont des facteurs négatifs observés à l'échelle mondiale notamment. Dans les développement, je sais que national sous réserve bien sûr de certaines conditions, notamment des considérations de sécurité nationale. Pensez-vous que la corruption et l'absence de démocratie constituent un motif légitime de nationalisation? Ça, c'est la question. Okay. Par contre, une petite parenthèse pour exposer un modèle que nous avons utilisé en Algérie. Bon, il n'a pas été généralisé, mais c'est la formule des trois, c'est-à-dire participation publique-privée à caractère stratégique pour la nation, pour qu'il n'y ait pas cette bureaucratie, cette corruption, éventuellement, comme m'a dit docteur Eric, l'utilisation abusive de ces moyens économiques pour une influence politique. Cette formule des trois peut être d'un côté une participation de privés, c'est-à-dire des petits, moyens et grands porteurs, plutôt privés. Yeah, we have a problem, Ali, but yeah. Let me just translate the question before I give the opportunity to Dr. Eric to respond to it. So the question of Mr. Ali was, is nationalism somewhere an escape from corruption in a country and there is no democracy? What's that, the idea of the presenter? And Dr. Ali was speaking about the Algerian experience in which he was saying that at his regret, the idea was good, but there was the ideas of the 3 points, the PPP, the public and private collaboration.
which is a very good idea, but wasn't really executed in the right way in Algeria. That's why. But the idea politically was good. So this is your question, Dr. Eric, if you may. Oui. Merci au docteur Ali Amara pour ces questions. Ce que je peux répondre de manière très rapide, c'est déjà, comme je l'ai dit, hein, on ne peut pas nationaliser à tout prix. C'est un concept qui doit correspondre à la réalité de chaque pays. Ça, c'est important. Et il faut un cadre juridique, il faut un cadre économique, il faut même un cadre intellectuel. Et on voit que dans la nationalisation, la question de la formation est très importante. S'il n'y a pas la compétence, nationaliser ne sert à rien. Parce qu'in fine, ça va qu'empirer la situation. Et je pense que la réalité de chaque pays dans la gouvernance devrait être bien établie avant de prendre cette décision. Dans un pays où il y a une absence de démocratie, où il y a la corruption, où il n'y a pas il y a pas de compétences, où les fonctionnaires ne sont pas formés, où le recrutement, il y a de la corruption qui influe le recrutement des fonctionnaires, ça veut dire qu'on a des gens incompétents à des postes précis. C'est clair que la nationalisation serait un risque. Mais dans un cas où nous avons des fonctionnaires formés, la compétence, une amélioration de la gouvernance, et que la nationalisation est basée souvent sur la dette, par exemple. C'est-à-dire, c'est la dette qui est la cause de la nationalisation. Lorsque certains États ont remboursé leurs dettes, ils estiment qu'ils peuvent reprendre la gestion des entreprises nationales dans la main. Oui, parce que c'est la dette qui les a fait privatiser. Ça, ils peuvent reprendre, parce que là, la compétence, elle est là. À un moment, lorsqu'ils ont remboursé leurs dettes, ils peuvent dire maintenant, nous voulons contrôler nos entreprises stratégiques pour pouvoir peut-être faciliter l'emploi ou démultiplier l'emploi ou faire l'emploi des jeunes. Mais il est clair et net que si cette compétence n'est pas là, même si on a fait sa dette, on ne peut pas prospérer l'entreprise. Donc, je tiens à rappeler tellement qu'il est important que le pays soit face à sa réalité dans ce genre de processus pour pouvoir prendre une décision qui influe un intérêt global par rapport à ce genre de réponse. Voilà ce que je peux dire sur ça. Et ensuite, maintenant, le partenariat public-privé. Est-ce que c'est une solution dans la nationalisation? Oui, c'est une bonne solution. Maintenant, le partenariat public-privé, comme le dit le docteur Ali Amara, ça marche à condition que les États aient la compétence de négocier ces partenariats et d'avoir des clauses de sauvegarde. Parce que ce qu'on voit généralement, c'est que la compétence revient également. Parce que lorsqu'on fait un partenariat public-privé, si ceux qui négocient le partenariat sont corrompus, ils vont mal négocier pour les intérêts du pays. Et après, l'État perdra complètement le contrôle. S'ils sont forts, ils peuvent clairement faire des partenariats publics-privés en défendant les intérêts du pays avec ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde qui ont une certaine exigence pour que l'entreprise privée, même si elle a des parts majoritaires, elle a des lignes rouges qu'elle ne pourra pas franchir, notamment la réduction des effectifs des travailleurs, par exemple l'obligation de faire des investissements. C'est des choses qu'il faut négocier, qu'il faut les contractualiser lorsqu'on décide de faire un partenariat public-privé. Donc je pense que dans ce processus, dans l'un ou dans l'autre, la question de la compétence est au cœur du sujet de la nationalisation. Merci. Okay, so Merci. thank you very much for this answer. So Mr. Eric tried to separate this logic in three parts. So the first part is say nationalization, as we said, is more than a concept, is a kind of tool in which a government can use it, but we have to permit the existence of certain criteria and something that have to be there, like a competency, because you cannot fulfill this kind of ideas if you don't have the people with the right competence to follow it. If you it will create more heaviness on the administration, and result will be so far to know, to achieve, and to touch. And that's why the second thing is that the cause
of the nationalization sometimes is the debt, because the debts are very heavy on a certain country, and they trying to go to this way to trying to avoid these debts are more and more on them, and it's maybe one of the biggest takeaways that we can get from this webinar is that the biggest cause of this method, of this concept of nationalization, is especially when we lack money, and you have to have this national wealth, and that's why that you're trying to use this tool for this main point, and that's why you really need it in these cases. A third time, it was just a remark about what Dr. Amara said about Algeria, and he said PPP is a good thing. PPP, private-public partnership, is very, very good things to do, but at the same time, you have to flourish the right conditions for this plant to grow and to grow. And you cannot plant it in a place when there is corruption, when there is people who are there for nothing, when you don't have a strong political will to make this. But it's a good idea, but it can lead to more than nationalism. It's something between the two. It's better than privatization, but in the same time, it's a good concept. But if you really know how to realize the condition for it to give a good result. Merci beaucoup. So, Dr. Awad, if you have last question for us. Yes, please. I make a choice for one question from chat corner, and I have my own questions. First one is questions by Robert Simon from Paris. Quelles sont les propositions du Parti vert camerounais en matière de nationalization? That's a question from Robert Simon. OK. Quelles sont les perspectives du Parti vert camerounais en matière de nationalisation? C'est ça, si j'ai bien compris. Écoutez, le Parti vert camerounais a été très actif sur la nationalisation de Eneo, qui est l'entreprise nationale de production, de distribution surtout du courant électrique. Pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce que cette entreprise a été privatisée en 2011 au Cameroun. Et de temps en temps, on a vu qu'elle avait été privatisée pour la première fois à AES-Sonel, qui est un conglomérat américain, qui a ensuite revendu ses parts au conglomérat anglais qui s'appelait Artis, qui lui aussi a repris les parts majoritaires et que l'État camerounais était très minoritaire. Le constat que nous avons établi dans un bilan en tant qu'écologiste, moi personnellement j'ai suivi ce dossier, c'est que cette privatisation a diminué l'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire, que les délestages se sont multipliés dans l'absence d'énergie ou la rotation, ce qu'on appelle le rationnement énergétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'électricité dans une ville partout au même moment, parce que clairement, la demande était largement supérieure à l'offre. Et avec cette absence d'investissement, c'était plutôt très problématique. Alors, nous avons poussé à ce que l'État puisse racheter ça, parce que ça devait aussi permettre de faire ce qu'on appelle le mix énergétique, parce que l'État étant propriétaire du réseau électrique, ça pourrait faciliter nos propositions, nous écologistes, sur ce qu'on appelle l'injection dans le réseau électrique des sources de production à partir des énergies renouvelables. Et de mettre sur pied ce qu'on appelle le tarif de rachat obligatoire, qui sera un tarif qui va permettre à ce qu'on puisse avoir des investisseurs sur des projets d'énergie renouvelable que nous défendons. Parce que dites-vous, si on veut avoir des investisseurs dans le domaine du solaire photovoltaïque, par exemple, il faut que ces investisseurs puissent pouvoir revendre leur électricité qu'ils vont produire.
à l'État et que l'État leur donne une certaine garantie de pouvoir, voilà, de pouvoir faire cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons accepté cette nationalisation pour faire avancer ce projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que le Cameroun puisse également multiplier ses sources de production et d'instaurer un tarif de rachat obligatoire. Voilà notre vision. Merci. Amir? Okay, just to give a little resume about this full answer about the questions. That the question was directly in Cameroon, how you see things, how you see this nationalism working on in your government with lack of democracy and so on. And Mr. Eric, who hopes to be the president of this country, who knows exactly what the kind of things he is trying to achieve and his vision to it. So he say that there is no secret recipe. So when you have no democracy, you have really to take really, really close look at the corruption and to try to prevent it in every way possible. So you make the right condition for it. You try not to do it as having to embrace this concept just because you don't have enough money or you don't have enough trust in your country in corruption wise and competence wise, and try to prepare all the criteria to work in it and to be helpful to bring to your country the advantages of nationalism. Because when you try to overcome the debt that you have, when you have a little bit of benefits that start, so you can build something with the right people and the right amount of money. You can have a political vision with it and trying to advance. Okay, Dr. Amir, again, I found another questions, interesting one. And my questions, my personal questions, actually will summarize a lot of comments mentioned in the chat corner. So, a question from Pascal Osman from Paris. La question de la souveraineté n'est-elle pas à poser avant toute chose? C'est la question. And my questions, I'll do it one time. Corruption, lack of democracy, violation of human rights are considered as negative factors witnessed by the world, particularly in countries of the global south. As I understand it, nationalization is legally acceptable under the rule of international law. But that's not an absolute answer. It is limited and subject to specific conditions, including national security consideration. Therefore, do you believe, Eric, that corruption and the lack of democracy are cases that constitute a legitimate justification for nationalization? Thank you. Donc, Eric, deux questions de Monsieur Possimon de Paris, qui vient de nous quitter parce qu'il a d'autres engagements, mais qui a insisté, justement, je ne sais pas, pour moi, il n'a pas vraiment regardé la première partie de la présentation bien, parce que la question était toute simple. Est-ce que vous ne pensez pas que la souveraineté nationale soit le premier truc à voir avant d'entamer n'importe quelle procédure de nationalisation? Deuxième question de la part de Dr Awad, c'est justement, on a remarqué que dans les pays du Sud, de façon générale, le point commun le plus absolu, malheureusement, est le manque de démocratie, l'atteinte des droits de l'homme et la corruption. Est-ce que dans ces conditions-là, la nationalisation serait, selon vous, une solution ou plutôt un outil à garder à part jusqu'à corriger ces défauts-là? Moi, je pense, je vais répondre franchement, parce que c'est une question très importante. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense que sur le cadre juridique, s'il y a de la corruption, s'il y a tout ce que ça entraîne, la nationalisation, elle ne peut pas être possible. C'est une erreur. Il faut plutôt l'éviter.
parce que ça va plutôt compliquer la situation. Donc, je pense que la nationalisation, elle n'est que possible si tout ce que nous avons énuméré plus haut est respecté, c'est-à-dire avoir de la compétence, avoir une démocratie, l'absence de corruption, les services, le service public très fort, la justice forte. Mm. Et ce n'est que ces conditions qui peuvent permettre d'avoir une bonne nationalisation. Si cette compétence est absente, on nationalise pour faire quoi? Pourquoi en Mm. faire? C'est très compliqué. Donc, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le préalable. Et le préalable, c'est vraiment la présence de démocratie, la présence des intellectuels dans la compétence et l'éradication, si possible, de la corruption, du moins le ramener à des débats à des niveaux insignifiants pour influencer l'économie. Parce que la corruption, l'éradiquer peut être difficile, mais il faut toujours ramener la corruption à des niveaux insignifiants pour pouvoir protéger l'économie, pour pouvoir ne pas peser sur le développement de l'économie. Donc, s'il n'y a pas ce cadre, là, je pense que la nationalisation est une erreur. Il faut ce cadre, ce qu'on appelle le préalable. Okay, so Dr. Awad, he was straight to the point, and he answers if you still have this kind of conditions in the country, like the lack of democracy and the corruptions and incompetence, and a certain point and a big debt. So it's for him, it's no use to make a nationalism in the first place, because you can't realize anything with it in poor conditions. So, or you try really to avoid this and to try to minimize the corruption to near zero, you cannot plant a good seed of nationalism, and will be no tool, and will be unnecessary to try to use it as a tool or as a concept in the this kind of how to say environment, little environment and context. Voilà, moi je vais ajouter quelque chose. Par exemple, le cas du Cameroun, je me pose parce que lorsqu'on a eu la privatisation de l'entreprise, on a eu un directeur général qui était un expatrié, qui avait 10 fois le salaire de le Camerounais qui était directeur général et devenu directeur général adjoint. Hmm. Comme l'entreprise étrangère était majoritaire, elle a maintenant un directeur général expatrié qui avait 10 fois le prix de l'ancien directeur général. Ça, c'est déjà une manne considérable, alors que moi, je pense que ça a été nationalisé à cause de la dette, pas de la compétence. Vu que la compétence y est, la nationalisation, elle était privatisée, pardon, je voulais dire. Là maintenant, comme il y avait de la compétence, pour moi, j'étais pour la nationalisation parce que je savais qu'au niveau national, on avait la compétence pour gérer. Et vu qu'on avait déjà résorbé la question de la dette qui avait fait en sorte qu'on puisse privatiser, il était normal de renationaliser, comme je le dis encore, parce que la compétence y est, parce que le savoir-faire y est. Voilà. No. As an example, is in Cameroon, he was not against nationalization, in which there was a very, very competent president who was there, but they replaced him and they put another guy who is his salary is 10 times the one of the Cameroonese guy. So it's not a matter of competence; it's a matter of corruption. But when there was this competence existing, he for him for Mr. Eric, there was the conditions built to make the nationalization. But after, when he see it's a effect of corruption, now he's kind of regressing now and trying to understand why it's only a problem of corruption. It's not a problem of competency. Dr. Awed? Yes, okay. We already 10 minutes behind the target Everyone. dates. Mhm. Yeah, so I'll let you to make the conclusion for this wonderful webinar. But excuse me, I'll take the opportunity first to thank so much Eric for his idea, for his presentation, for his very excellent work to feed the South Global Green people with these new ideas, because everyone should think again. He's struggling, everyone is struggling in his country against corruption and trying to apply the human rights rules. But meanwhile, those two issues actually could be a tools for the people to
refund themselves, to redesign again their international economical relations. Thank you so much, Amir, for that. Thank you so much, Eric. Thank you so much, Dr. Ali Mara, who Thank left you. a lot of things in his hand to come when he knows that we are facing some technical issues in this webinar. Thank you so much, Joseph, and thank you so much, Dr. Amir. Please go ahead to conclude and adjourn the meeting. Voilà, donc je remercie tout le monde qui a été là, qui nous a honorés par leur présence pour parler d'un sujet que, somme toute, assez intéressant et assez unique, mais essentiel, justement. Donc, qu'est-ce que la nationalisation et pourquoi on l'utilise et quand et dans quelles conditions. Choses sur lesquelles Monsieur Eric a brillamment répondu avec une précision assez redoutable. Je pense que vous connaissez le fond du sujet maintenant. Bon, les questions ont présenté que nous, nos problèmes d'une façon générale, on a mis la lumière sur les problèmes des pays du Sud qui se ressemblent, malheureusement. C'est toujours la corruption, c'est toujours l'attaque aux droits de l'homme, c'est toujours cette incompétence politique, c'est toujours un petit peu le manque de moyens, le manque de vision, le manque de volonté politique, en gros. Et donc, chaque concept, on va essayer dans les séries, ceux-là de séminaires, d'avoir chaque fois des concepts et des solutions qui au moins vont nous aider à un certain moment quand on aura, grâce à des adhérents qui ont un petit peu des aspirations politiques au plus hautes, comme Monsieur Eric justement, où on espère vraiment qu'ils auront le chemin fleuri pour arriver et bien tapissés pour arriver à leur fin. Et justement, nous, ici, on essaye de vraiment de sensibiliser, de former un petit peu toute la génération verte qui est en train de hausser de la voix et de dire qu'on est là et qu'on a besoin de comprendre et d'avoir les outils nécessaires, au moins intellectuels, pour pouvoir vraiment faire face à tout ce qu'on entend comme discours un petit peu droite et gauche qui ne va pas dans notre sens. Donc, il ne me reste que vraiment remercier de tout cœur Monsieur Eric pour la présentation formidable qu'il nous a présentée et pour sa générosité en réponse aux questions et sa précision. Ça nous permet vraiment de voir une vision assez directe du candidat qu'il est et qu'on espère vraiment qu'il aboutira à ses fins. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Amir, for the audience. You're welcome. Yeah, Engineer Ismail, Fatuma Shehenza, Gabriel Russo, Pascal Osman, Robert Simon, Jian from Kurdistan, a lot of people, so I would like to thank them too much. And now it's time to adjourn our meeting. Thank you so much. See you soon. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir, Eric. Au revoir. Merci. Tous nos voeux vous accompagnent. Merci Nous beaucoup. sommes solidaires avec vous. Merci, Nous sommes docteur Ali Amara. Merci. À la solidaires prochaine. à fond.